Bonjour, bienvenue dans cet entretien exclusif sur la situation socio-politique au Niger, situation qui prévaut depuis plus de 2 mois. Nous sommes avec le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, ambassadeur Abdel Fattah Moussa. Merci donc d'avoir accepté d'accorder cette interview exclusive donc à la télévision Canal 3 à Bénin. Je le disais, vous êtes le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la CEDEAO est au cœur de la polémique. La CEDEAO est traitée de tous les noms. La CEDEAO est accusée de tout. Est-ce que la CEDEAO a du mal à digérer ce quatrième putsch en quelques années? Le coup d'État au Niger, est-ce que c'est un coup d'État de trop pour la CEDEAO? Voilà, non, merci beaucoup, merci pour cette opportunité d'avoir cet entretien avec vous. Voilà, oui, je peux vous dire une chose. Le coup d'État au Niger, c'est un coup d'État de plus. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Deuxièmement, c'est que ce coup d'État survient dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier où la CEDEAO a eu à gérer pas moins de 9 coups d'État dans les derniers 9 ans, 3 ans. Ouais, avec les 3 coups d'État qui existent actuellement. Oui. Voilà, Mali, au Mali, la Guinée, la Guinée, le Burkina Faso. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte de manque n'est-ce pas, cet esprit de multilatéralisme. Voilà, le monde est très polarisé et que tout le monde a son histoire à raconter. Et ce n'est plus des décisions multilatérales au sein des conseils de sécurité ou bien même au sein de l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a tellement multipolarisme dans le monde. Alors c'est très 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 difficile d'avoir un consensus global sur un événement en Afrique. Et aussi, l'environnement est caractérisé par le terrorisme, l'insécurité, pleine insécurité qui aussi rend des explications très 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 difficiles. Finalement, nous sommes dans une ère de réseaux sociaux. Voilà, des réseaux sociaux où il y a des désinformations et tout ça. C'est très très difficile à gérer sans, n'est-ce pas, sans un appareil de communication stratégique au sein d'un organisme comme la CEDEAO. Voilà ce que je peux dire comme contexte de tout ce qui se passe. Et voilà. Alors, on voit ici les soldats, quand ils prennent le pouvoir, le seul pays que j'ai vu où la raison principale pour le coup d'État n'est pas l'insécurité, c'est la Guinée. C'est la Guinée, c'est peut-être la CEDEAO a eu tort en gérant, voilà, n'est-ce pas, les problématiques des troisième mandat, par exemple, du président sortant à l'époque, le professeur Alpha Condé, par exemple. Voilà. Ça, on peut dire que oui, voilà, la CEDEAO peut-être a tort, mais avec les autres coups d'État, c'est que après les coups d'État, l'insécurité qui était la raison principale pour les coups d'État, c'est devenu encore pire. Encore pire. Voilà, au moment du coup d'État, le premier coup d'État au Burkina Faso, c'était seulement peut-être 35 à 40% du territoire qui était hors du contrôle d'État. Il n'y avait que 700 000, quelque chose comme ça, de déplacés
dans le pays à cause du terrorisme et de l'autre forme d'insécurité. Aujourd'hui, après 2 coups d'État, on a un pays où à peu près 60% du territoire est hors du contrôle du pays, plus de 10 000 déplacés, et maintenant c'est l'année scolaire. À peu près 1 million des enfants ne peuvent pas aller à l'école. Alors, comment justifier, par exemple, le coup d'État? Mais à cause de cette désinformation, voilà, les copistes, ceux qui ont organisé le coup d'État au Niger, ont eu, n'est-ce pas, cette idée. Ils savent très bien que le Niger était un des pays qui ont beaucoup maîtrisé la lutte contre le terrorisme, parmi le pays des champs au Sahel. Alors ça, ce n'était pas la première raison. Il parlait de la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme. Ils peuvent trouver n'importe quelle raison. Voilà. Alors c'est très très difficile de lutter contre ça, parce qu'il n'y a pas d'unanimité, voilà, au sein du continent et tout ça. Après le coup d'État, la CEDEAO est intervenue. Dans un premier lieu, nous avons entendu que vous avez désigné un médiateur, en l'occurrence le président béninois, pour peut-être négocier dans la foulée pour la réinstallation du président déchu donc dans ses nouvelles fonctions. Par la suite, donc, nous avons appris que la CEDEAO a pris des sanctions donc, pour pénaliser, on va dire, aussi bien les militaires que les citoyens nigériens. Et par la suite, nous avons appris que la CEDEAO était prête pour une intervention militaire pour réinstaller Bazoum dans ses fonctions. Finalement, aujourd'hui, quelle est la situation? Où en êtes-vous? Voilà. Oui, d'abord, je voudrais corriger une chose. Son Excellence, M. Talon, n'était pas désigné pour intervenir au Niger. Si vous vous souvenez bien, au cours du sommet de Guinée-Bissau, en juillet, voilà, les chefs d'État ont établi ce qu'on appelle le Troïka. 3 chefs d'État de notre sous-région qui devraient s'entretenir avec les pays en transition. Les 3 pays, Mali, Burkina Faso et Guinée. Voilà, pour faire avancer les transitions dans ces pays, et deuxièmement, pour aussi avoir une étude de la situation concernant le terrorisme dans la sous-région. Parce que les chefs d'État viennent de donner, n'est-ce pas, des directives qu'on doit activer notre force en attente de la CEDEAO contre le terrorisme. Alors, ils ont eu une réunion de Troïka à Abuja, et à ce moment, les trois pays, même avec le président Bazoum, il y avait le président Talon, il y avait le président Mbalo, et le chef d'État du Nigeria, et le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, à Abuja. Et c'est là-bas qu'ils ont nommé M. Talon pour se rendre dans ces 3 pays. Entre-temps, on a eu le coup d'État le 26 juillet. Voilà. Alors, ça a bloqué sa mission. Voilà. Mais, oui, la CEDEAO avait pris le sommet de 30 juillet et aussi de 10 août. Ils ont pris des décisions, beaucoup de décisions, des sanctions contre les pays. Ils ont nommé l'ancien chef d'État du Nigeria, le général Aboubakar, avec le sultan de Sokoto, pour être comme les médiateurs, pour aller présenter le cas de la CEDEAO au sein des putschistes à Niamey. Ça, c'est deuxième. Et ils ont demandé la libération de Bazoum
pour le réinstaller comme le président. Il y avait cette décision aussi. Et bon, voilà. Et les sanctions, il dit que si tout ça ne marche pas, ils sont prêts à utiliser la force. Voilà n'est-ce pas, tous les éléments des décisions de la CEDEAO. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Voilà, toutes ces mesures-là sont en parallèle dans le pays. Et la CEDEAO, sérieusement, ce qu'il voulait, c'est que c'est la voie diplomatique pour résoudre les problèmes. Et ils ont toujours dit que l'option militaire est la dernière option pour la CEDEAO. Mais comme les chefs d'État ont donné une semaine pour, pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel, les gens pensaient qu'après les 16 jours-là, le semaine, on allait intervenir militairement. Ce n'était pas le cas. Et c'est les séquences. Voilà. On n'a pas eu une séquence avec d'abord médiation, sanctions et tout ça. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de dire. Mais une option n'exclut pas l'autre. Voilà. Et aujourd'hui, on sait très bien que les sanctions sont en train d'impacter beaucoup le pays et tout ça. La médiation est toujours sur la table. Voilà, la balle est dans la cour de CNSP, la junte. Voilà, dans ces pays. Et nous sommes prêts à aller pour établir l'ordre constitutionnel, mais c'est qu'on n'a pas oublié l'option militaire. C'est toujours là. Alors, voilà. Sur la question de l'option militaire, nous avons constaté que seuls le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont beaucoup plus engagés sur cette option. D'aucuns se disent qu'il y a des pays comme le Togo, comme peut-être le Ghana, qui ne sont pas forcément pour l'option militaire. Il y a également l'Algérie, qui n'est pas de la CEDEAO, mais qui s'est opposée catégoriquement à l'option militaire. Est-ce que cette option est venue diviser les États de l'organisation? Non, moi je ne peux pas dire que cette option a divisé, n'est-ce pas, les États membres de la CEDEAO. Comme on est, aujourd'hui, comme on est en train de discuter de ces problèmes, la CEDEAO est en train d'établir, n'est-ce pas, l'état-major même de cette force. Ça doit vous dire que cette option reste toujours sur la table. En ce qui concerne les pays, il y a des pays qui sont plus enthousiastes. Et les autres, qui ne parlent pas trop, mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas prêts à aller. Il y a peut-être un pays membre ou deux dans la sous-région qui sont peut-être aujourd'hui ne sont pas très, n'est-ce pas? Oui, pour aller là-bas. Mais tous les autres pays, parce que quand on a eu la réunion des chefs d'état-major à Accra, tous les pays membres, sauf le Cabo-Verde, ont promis des équipements, des éléments pour aller, y compris même le Togo. Tous les pays membres de la CEDEAO. Alors, c'est parce qu'il y a quelques pays qui se sont prononcés sur des urnes, et tout ça. Alors, on dit que c'est eux qui vont aller. Et on doit comprendre une autre chose, c'est que cette affaire d'option militaire contre le Niger, aussi, c'est une question très émotionnelle pour quelques pays comme le Nigeria, où des gens du nord du Nigeria voient les Nigériens, de la population du Niger comme comme des frères et des sœurs, très très proches. Et c'est le fait que le président en exercice est nigérien. Alors ça complique un peu beaucoup de choses, mais ça ne va pas dire que il y a, n'est-ce pas, les divisions, n'est-ce pas, les différends
parmi les pays membres, quoi. Ils sont tous déterminés à mettre fin à cette épidémie de coups d'État. Et ils sont très déterminés pour renverser, n'est-ce pas, ce coup d'État pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. C'est la méthodologie qui est là. Mais toutes ces options sont là et je crois qu'il n'y a pas un pays dans la sous-région, sauf les 4 pays sous, n'est-ce pas, les militaires, quoi. Ouais, qui naturellement ne veulent pas, mais tous les autres, quoi. C'est pas dans leur intérêt pour avoir n'est-ce pas, des gouvernements militaires dans la sous-région. Ce n'est pas l'idée de la CEDEAO. Alors, est-ce que cette situation ne vous donne pas l'opportunité de réfléchir peut-être à la révision du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et peut-être envisager mettre un accent sur la limitation du mandat dans la sous-région ouest africaine? Cette question est toujours sur la table. On a même fait toutes ces propositions il y a plus de 3 ans. Voilà. Pour mandater 2 mandats présidentiels comme règle, quoi, en Afrique de l'Ouest, il y a quelques pays qui se sont opposés. Et si vous vous souvenez bien, la CEDEAO, les chefs d'État prennent des décisions à la base de l'unanimité. Alors, nous sommes toujours dans cette dynamique. On est en train d'étudier comment mieux faire. Si vous vous souvenez très bien, ce n'est pas la question des mandats dans la sous-région. Par exemple, aujourd'hui, ça sera très difficile dans les pays comme le Ghana, le Nigeria, le Bénin, pour un chef d'État d'essayer d'avoir un 3e mandat. C'est très, très difficile. C'est quelque chose de progressiste qui est là. C'est la maturité de la démocratie. Et si vous vous souvenez aussi, c'est que tous ceux qui ont cherché comment on dit, pour aller au 3e mandat, ouais, toujours ils passent par la révision de leur constitution. Tout à fait. Et c'est là où les citoyens ouest africains ont du mal à comprendre la CEDEAO. On se dit, comment se fait-il que la CEDEAO cautionne en quelque sorte la révision de la Constitution, avec pour conséquence la sollicitation du 3e mandat? On en a connu en Côte d'Ivoire, en Guinée, où la CEDEAO même est allée observer les élections dans ce pays du 3e mandat. Et après les élections, la CEDEAO a fait sa déclaration, comme d'habitude, pour dire ce qu'elle a vu sur le terrain. On se dit, mais si la CEDEAO n'est pas en mesure de parler donc au chef d'État pour qu'on ne révise pas la Constitution en plein mandat, pourquoi est-ce que la CEDEAO s'en prend donc au putschistes lorsqu'il décide de prendre le pouvoir? Pourquoi est-ce que la CEDEAO s'intéresse plus aux conséquences plutôt les causes des coups d'État? Voilà. La mauvaise gouvernance, il y en a dans la sous-région. La mauvaise répartition de la richesse du pays, il y en a donc dans la sous-région. Alors pourquoi est-ce que la CEDEAO ne s'intéresse pas principalement à ces questions? Et c'est les coups d'État qui intéressent, les interventions, les sanctions économiques qui en réalité pénalisent beaucoup plus les citoyens que les militaires qui ont pris le pouvoir. Non, voilà. Oui, je peux vous dire que c'est une justification des militaires. Ce n'est pas une cause. Peut-être ça peut être une des causes, mais ce n'est pas la cause principale. Par exemple, le coup d'État au Burkina Faso contre le président Kaboré, est-ce qu'il y avait une question de manipulation de constitution? Les élections où le président Kaboré a été élu était une des élections les plus transparentes dans la sous-région. Mais ils ont renversé ce gouvernement. Voilà. Et je peux vous dire quelque chose. Depuis peut-être 2009, la CEDEAO a fait en sorte que tous ceux qui ont essayé, n'est-ce pas, de manipuler les constitutions pour décrocher
des troisième mandats, la CEDEAO a lutté contre eux. Je peux citer, par exemple, l'exemple de Burkina Faso. Burkina Faso en 2014. Je peux parler de 2009 au Niger. Au Niger, je peux aussi citer le cas de la Gambie en 2016. C'était les chefs d'État démocratiquement élus qui voulaient ne pas accepter le fait que leur mandat a pris fin. Et ils voulaient rester. La CEDEAO a fait tout pour, n'est-ce pas, pour lutter contre ces tentatives. Alors, ce n'est pas tout noir et blanc. Hein. Il y a la question des Guinées dont j'ai déjà mentionné, et peut-être la question de Côte d'Ivoire, où il y avait, tu sais, ce n'était pas tout, comment dirais-je, tout simple là-bas. Oui, parce que si vous vous souvenez... Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, le président de la commission de la CEDEAO était ivoirien? Était ivoirien, oui. Que c'est un protégé d'Alassane Ouattara. Et le président aussi, le président de la Côte d'Ivoire avait un successeur pour les élections. Voilà. Qui est malheureusement décédé à la veille des élections. Ce qui a compliqué des choses là-bas. Ce qui était peut-être... une tentative de troisième mandat très clair, c'était n'est-ce pas, c'est la Guinée. C'est la Guinée avec lui. Mais il faut comprendre une chose. Est-ce que pourquoi ces gens-là qui critiquent la CEDEAO, comme quoi on laisse les chefs d'État manipuler les constitutions pour rester au pouvoir, pourquoi il ne dit pas que, ah voilà, la CEDEAO, ça c'est bien, qu'est-ce que vous avez fait au Sénégal? Par exemple, Macky Sall, tout le monde pensait qu'il allait au troisième mandat. Est-ce que les gens connaissent pourquoi il a déclaré qu'il n'allait plus? Voilà. Alors, les gens cherchent les négatifs. La Gambie également, avec Yaya Jammeh. Avec Yaya Jammeh et tout ça. Alors, il faut voir tous ces éléments. Je ne dis pas que la CEDEAO a toujours eu raison. La CEDEAO a eu tort quelque part. Oui, mais ça, c'est l'histoire de tout organisme. Ce n'est pas toujours positif, mais ce que je vois, c'est que nos analystes dans la sous-région, ils cherchent toujours à trouver les négatifs et pas les positifs. Et je crois que c'est ce qu'on doit en penser. Deuxièmement, je voulais vous dire quelque chose. Quand on parle de la démocratie, bonne gouvernance ou mal gouvernance dans la sous-région et tout ça, il y a des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, où la démocratie libérale, c'est depuis des décennies, en Afrique, en général, c'est seulement à peu près 30 ans depuis la fin de guerre froide que cette idée de n'est-ce pas, de démocratie libérale a commencé. Mais dans ces 30 ans-là, on a eu des alternances dans le pays, ce qui n'était pas possible dans le passé. On a eu beaucoup de chefs d'État qui sont toujours en vie aujourd'hui. On a eu, n'est-ce pas, les pays où on a eu des élections successives. Aujourd'hui, nous sommes même au Libéria, où c'est les quatrièmes élections depuis la fin de la guerre civile ici. Alors, les gens doivent voir ce qui est bien, ce qui est positif, et pas toujours dire que la démocratie a échoué et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO est disposée à négocier avec les militaires au pouvoir au Niger, peut-être pour définir la période de transition dans un délai raisonnable? Écoutez, on a déjà suivi cette piste-là
avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec la Guinée. Et ce qu'on voit ici, tous ces pays sont en train de chercher à encore proroger les transitions qui étaient agréées, qui étaient consensuellement avec la CEDEAO, avec l'Union africaine et tout ça. Et aujourd'hui, unilatéralement... Comme le Mali... non, voilà. Alors, on ne veut pas répéter, voilà, cette expérience avec le Niger. Alors, ce que les chefs d'État ont dit, c'est qu'on doit, n'est-ce pas, l'armée doit quitter le pouvoir, retourner le pays. De quelle manière? De quelle manière? C'est très très simple. On leur a dit de négocier pour quitter. On peut faire ça dans 1 mois, dans 2 mois. Oui, parce que tout est prêt dans ce pays. Leur constitution était révisée en 2017. En 2017, c'est à peine 6 ans. Alors, il n'y a pas grand-chose à changer dans ce pays. On doit retourner le pays à l'ordre constitutionnel. Voilà la demande de la CEDEAO. Et nous, on est là, on attend, parce qu'il y a des sanctions contre les pays. Il y a l'offre de médiation pour que les militaires quittent la scène politique. La CEDEAO des peuples au détriment de la CEDEAO des États, c'est ce à quoi s'attelle le président de la commission de la CEDEAO, le docteur Touré. Alors, ces mêmes peuples sont pénalisés lorsque vous prenez des sanctions économiques contre donc, les pays dirigés par les militaires. Est-ce que finalement ce peuple, donc au service de qui vous êtes, est-ce que finalement ce peuple n'est pas, on va dire, marginalisé dans votre politique, dans la vision donc 2050 de la CEDEAO? Écoutez, le régime des sanctions de la CEDEAO, dans ce régime-là, toujours, quand je parle des sanctions, par exemple, l'axe supplémentaire de la CEDEAO, qui a été adopté par la conférence des chefs d'État en 2012, donne beaucoup, n'est-ce pas, l'exception au matériel d'ordre humanitaire dans tous ces pays. Et on a écrit au Bénin, au Nigeria et les pays frontaliers de Niger de laisser passer n'est-ce pas, les aliments, les produits alimentaires, les médicaments et tout ça. Aujourd'hui, c'est n'est-ce pas, c'est la junte dans ces pays qui empêche tous ces produits-là pour entrer dans le pays. Ce n'est pas la CEDEAO. Voilà, on leur a dit ça. Alors, les sanctions ne sont pas contre la population. Et si vous voyez, beaucoup de toutes ces sanctions-là sont ciblées contre les membres de Conseil national pour le sauvegarde de la patrie, voilà, et leurs associés, et pas contre la population en général. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la relation que la CEDEAO a avec les dirigeants des pays qui sont gouvernés par les militaires, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée? Quelle est la relation que vous entretenez avec, on va dire, ces présidents militaires? Voilà. Oui, non, c'est que toujours les sanctions contre eux est là, contre ces pays, mais on continue à avoir des relations avec eux à travers les médiateurs. Par exemple, pour la Guinée, le médiateur, c'est l'ancien président béninois, Yahi Boni. Il y a Issoufou, qui est pour le Burkina Faso. Et pour le Mali, c'est le président Goodluck Ebele Jonathan, l'ancien président du Nigeria, qui sont là. Et et aujourd'hui même, l'ancien président du Nigeria est en train de négocier avec, n'est-ce pas, la junte pour rendre visite, pour voir où nous en sommes. Nous, tout ce qu'on connaît, c'est qu'il y a des transitions qui doivent aboutir, des transitions qui doivent aboutir
aux élections dans les 3 pays en 2024, l'année prochaine. Nous sommes sur cette dynamique. Voilà, rien n'a changé. On entend parler n'est-ce pas, des tentatives de proroger. Voilà. Mais comme on dit toujours, toutes ces décisions doivent être prises consensuellement avec la CEDEAO et dans le cas du Mali, avec aussi l'ONU et l'Union africaine. Voilà, pour proroger. La CEDEAO, c'est 15 États. Il y a 8 États francophones, 5 États anglophones, 2 pays lusophones. Les 4 coups d'État sont dans les pays francophones. D'aucuns n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que vous, je sais que vous êtes anglophone, est-ce que vous arrivez à vous expliquer le fait que ce soit les pays francophones qui sont dans cette situation d'instabilité politique? Oui, oui, il y a, je crois que l'histoire du colonialisme, sur notre continent, a pris des formes très, très, très différentes. Il y a eu l'apartheid en Afrique australe, il y a eu, n'est-ce pas, le colonialisme français et portugais, qui était un système d'assimilation. Voilà. Alors que pour les Anglo, c'est un peu différent. C'est un peu plus libéral. Ça, c'est une des choses. Mais ça n'explique pas ce qui se passe. Si je peux vous expliquer bien, c'est que quand on voit les 3 pays où on a eu des coups d'État, et ce n'est pas seulement ces 3 pays, où il y a l'instabilité, c'est dans la bande du Sahel. La bande du Sahel. C'est seulement la Guinée, voilà, la Guinée qui n'est pas dans ces groupes. Et là-bas, spécifiquement, la Guinée était le pays qui n'avait pas accepté la France-Afrique, qui a eu son indépendance en 1958, alors que tous les autres pays francophones, c'était en 1960 et plus tard, par exemple. Voilà. Alors là-bas, on a déjà donné les raisons pour le coup d'État. C'était les actes n'est-ce pas, de l'ancien président Alpha Condé concernant les questions constitutionnelles et la question des 3e mandats. Mais quand on voit le Mali, le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger, c'est le centre même, c'est l'épicentre du terrorisme au Sahel. Mais moi, je peux dire que la première raison pour ces bandes-là, c'est que c'est par hasard que les pays qui ont subi les coups d'État sont au centre même du Sahel et aussi sont des victimes de terrorisme dans notre sous-région, et ça donne beaucoup de raisons pour lesquelles on a eu tous ces coups d'État successifs dans les 3 pays. Et comme j'ai dit déjà, la raison numéro 1 qu'ils ont donnée, c'est l'insécurité. Alors, on peut trouver beaucoup de raisons pourquoi. Moi, je ne vais pas dire que c'est pas que ce sont des pays francophones ou bien des pays anglophones. Voilà. La vision 2050 de la CEDEAO, concrètement, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la CEDEAO veut changer d'ici 2050? Oui, 2050, c'est que c'est là-bas qu'on doit atteindre le slogan. Le slogan d'une CEDEAO des États vers une CEDEAO de peuple. Voilà, là-bas, quand on dit la CEDEAO de peuple, c'est là-bas où déjà on doit maîtriser la question d'insécurité, on doit maîtriser les problèmes de sous-développement et l'intégration totale de notre sous-région. Ce n'est pas comme, aujourd'hui, on a des différents, on ne peut même pas adopter notre, n'est-ce pas, monnaie commune comme l'éco, on doit avoir ça.
et on doit avoir une économie qui est beaucoup plus intégrée, où il y a l'échange entre les pays. Aujourd'hui, les échanges économiques entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est moins de 11%. Alors qu'avec l'extérieur, c'est beaucoup plus, vers 60% et plus. Ça, c'est pas normal. Alors, notre but, c'est avoir tous ces territoires, tous ces espaces qui vivent en paix, qui aussi avec, n'est-ce pas, des opportunités, surtout pour notre jeunesse. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, la jeunesse constitue peut-être 60 à 70% de la population. Et voilà. Et ils sont aussi quelques des raisons pour cette insécurité, parce que si cette jeunesse-là n'est pas bien encadrée, intégrés dans le processus de développement économique et tout ça là, ils vont être, n'est-ce pas, des éléments que tous les malfaisants vont utiliser pour déstabiliser notre sous-région. Alors la jeunesse, les femmes et aussi le développement inclusif, voilà, inclusif, durable pour la région, et la paix surtout. La démocratie, la paix, la bonne gouvernance, nous sommes à la dernière question de notre entretien, sont entre autres chantiers donc de la CEDEAO. On va finir peut-être avec votre appel à l'endroit de tous les citoyens ouest-africains aujourd'hui qui ont du mal à comprendre la vision de la CEDEAO, qui ont du mal à intégrer donc les objectifs de la CEDEAO, qui ont du mal à bien cerner tout ce que la CEDEAO entend faire à la communauté. On va adresser un message à leur endroit, notamment ces citoyens aujourd'hui qui sont pénalisés à cause des sanctions de la CEDEAO, les sanctions économiques des pays gouvernés par les militaires. Quel est votre message à leur endroit? Oui, ce que je peux dire, il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 choses concrètement. C'est que la CEDEAO n'est pas l'ennemi du peuple. La CEDEAO est là pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui disent le contraire ont tort parce qu'ils n'ont pas des éléments. Ça, c'est un. Deuxièmement, les sanctions qu'on a imposées, ce n'était pas pour punir les populations, c'est pour, n'est-ce pas, faire en sorte que notre région ne soit pas la région des coups d'État. Ça, c'est deuxième. Troisième, ce que je peux dire, c'est la patience de la population. C'est que nous sommes là, on pense qu'avec, n'est-ce pas, la démocratie libérale doit résoudre tous les problèmes maintenant. Ça, ce n'est pas possible. La démocratie n'est pas un événement, c'est un processus. Et que en tant que région, la démocratie en Afrique de l'Ouest est très jeune. Très, très, très jeune. 30 ans, plus. Mais même, on peut, n'est-ce pas, on peut identifier les éléments très positifs pendant ces 30 ans. Je peux vous dire que au moins dans pratiquement toutes les constitutions, il y a l'alternance. Voilà, des pouvoirs. On a eu de l'alternance dans beaucoup de pays, dans notre sous-région, au Nigeria, au Ghana, au Bénin, au Sénégal et les autres, quoi. Ce qui n'était pas possible auparavant. C'est que les faits empiriques, les faits ne soutiennent pas l'idée de régime, de gouvernement militaire en Afrique. Parce que si on voit ce qu'ils ont fait, les militaires ont fait depuis les années 60-70 jusqu'aux, n'est-ce pas, les années 90 là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien, c'est la souffrance. Il n'y avait pas de développement et il n'y avait non plus le droit de l'homme et l'état des droits dans la région.
Voilà, aujourd'hui, quand même, avec toutes les difficultés, voilà, on peut aller où on veut. On peut, la CEDEAO a déjà, n'est-ce pas, dans notre région, personne ne pense au visa. Prendre le visa pour voyager d'un pays à l'autre, mais les gens ne comprennent pas que ça, c'est un acquis de l'intégration régionale. Voilà. Mais quand ils vont réfléchir, ou bien quand ils vont traverser notre sous-région pour aller ailleurs, et ils commencent à chercher les visas, ils vont comprendre que la CEDEAO, c'est déjà a beaucoup d'acquis dans notre sous-région. Et moi, tout ce que je peux dire à nos populations, c'est d'avoir la patience pour, n'est-ce pas, faire en sorte que nourrir cette expérience démocratique pour voir quoi dans l'avenir ce que on peut n'est-ce pas, bâtir ensemble et ce que notre démocratie, ce qui est sûr, c'est que ça se déroule dans un contexte très complexe dans le monde. Et moi, je dis qu'avec la patience, je crois que je peux dire que le verre, ou bien, oui, à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne la démocratie. 30 ans, c'est une génération. Voilà. Voilà. Et notre population, dans ces 30 ans-là, ils n'ont jamais eu l'expérience des régimes militaires. Alors, aujourd'hui, quand on voit les gouvernements militaires, c'est un peu romantique et tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas que quand les soldats, quand les idées terminent, la répression commence. Et je crois qu'avec la patience, l'Afrique de l'Ouest y arrivera. Merci à vous, ambassadeur Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview exclusive depuis Monrovia où nous sommes au Libéria. Merci également pour votre disponibilité au service de la communauté. Ainsi prend fin notre entretien exclusif. Merci de nous avoir suivis.